C'était pas prévu, mais qu'est-ce que je vous trouve beau et belle. Vous êtes tous magnifiques, donc tonnerre d'applaudissements, mais cette fois-ci, pour vous, s'il vous plaît. Au nom du CIAQ et de toute l'équipe, je voulais vraiment vous remercier d'être présents. Parce que nous sommes le samedi, et le samedi, généralement, pour la plupart des jeunes, je me regarde, vous dormez à cette heure-là. Donc vous êtes avec nous, donc encore, mais vraiment, quand je dis tonnerre, c'est un véritable tonnerre. Vous êtes prêts? Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. Est-ce que vous êtes tous prêts et prêtes à vous lever, s'il vous plaît? Ok. Les caméras, s'il vous plaît, je compte sur vous. Pour lui, hip hip hip. Vous êtes fantastiques. Merci, je vous laisse vous installer. Et pour ce premier challenge d'éloquence, nous allons avoir des jeunes merveilleux. Ils sont tellement beaux, talentueux. Aïe, aïe, aïe. C'est génial. Et je suis vraiment ravi d'être avec vous. On va avoir aussi avec nous un jury d'exception. Vraiment, d'exception. Donc, ce qu'on va faire, merci, on va faire ça. On va les applaudir. Let's go! Alors, le jury est composé de suspense. Nous avons une avocate au barreau de Marseille, Madame Madjen Anaïs. Tonnerre d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Pour la présenter, je vais vous partager ces quelques mots. La recherche de l'éloquence est importante dans sa profession. C'est même le but ultime de l'avocat. Tonnerre d'applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Et bienvenue. Ensuite, nous avons un défenseur syndical, avocat bénévole au prud'homme, Monsieur Paul-Alex Luig, des Étages. Tonnerre d'applaudissements pour lui. Ces quelques mots. L'éloquence est une nécessité de vivre ensemble et ne pas se faire rejeter avec humiliation lors d'une discussion. Tonnerre d'applaudissements! Ça va, vous n'avez pas trop mal aux mains ce matin? Si? Alors on va continuer. Ensuite, nous avons dans ce jury une avocate de profession élue à la politique de la ville d'Aix. Madame Trévidic Solène, applaudissements. Voici ces quelques mots. L'éloquence est important. La façon d'être et de s'exprimer est une chose qui se travaille, car cela renvoie une facette de sa personnalité. Applaudissements. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Nous sommes à la première édition et vous êtes là dès le départ. Alors, pour cette première édition, il va y avoir 4 prix de décerner. Un prix de l'humour, un prix de l'émotion, un prix de l'argumentation et un prix de poésie. Alors, même si vous ne les voyez pas, ils sont pleins de stress à l'idée de pouvoir vous partager leurs écrits. J'aime l'écriture. Vraiment, c'est une histoire d'amour avec l'écriture. Et aujourd'hui, ils vont pouvoir déclamer ce qu'ils ont dans leur cœur. Alors, vous, public, vous allez devoir leur envoyer de l'énergie. À chaque fois que je vais appeler quelqu'un et que la personne va monter sur scène, je compte sur vous pour faire une ovation extraordinaire comme si c'était, je sais pas moi, une star, un influenceur, un homme politique, qu'importe, mais vraiment comme si c'était la personne ultime que vous voyez. Ok? Je compte sur vous. Alors, on va faire un test, d'accord? Imaginons qu'arrive, tiens, Boubacar. Ok. Vous êtes auteur? Qu'est-ce que vous êtes beau? Voilà. Alors, la première personne à passer
c'est Abdallah. À la positive, la colère est-elle l'ennemi de la réflexion? Merci Christopher pour l'intro. Et j'aimerais vous dire que je suis un assassin. Je suis le mal, et parmi vous, il y en a aussi. Ou peut-être pas. Beaucoup d'entre nous connaissent ce genre de personnes. Peut-être vous, peut-être vos voisins. La question à se poser n'est pas qui sont ces gens, mais pourquoi ces personnes font cela? La colère est-il l'ennemi de la raison? On a tendance à penser que la colère peut rendre fort, plus dangereux, et pour l'ego, c'est parfait. Mais en réalité, la colère mène souvent au drame. Elle est bien l'ennemi de la raison. D'ailleurs, beaucoup de personnes se laissent prendre par leurs sentiments et s'estiment au-dessus des autres. Mais soyez raisonnables. Qui sommes-nous pour se penser meilleur qu'un autre? Je dis à ces personnes qui se pensent meilleures, supérieures, qu'il faut savoir regarder en bas parce qu'un être supérieur peut être à nos pieds. Une personne en colère ne contrôle pas ses émotions. Elle est impulsive et impatiente. Elle se contente de suivre ses émotions et non sa raison. Choisir la raison à la colère permettra d'éviter des choix, des actions irréversibles. La colère change les gens. La meilleure des personnes, qui peut être assise à côté de vous, peut devenir la pire des personnes. Sous l'effet de la colère, bien sûr. Devenir une personne dangereuse, un assassin, un terroriste, un meurtrier. Ces personnes, qui qu'elles soient, commettent des crimes horribles. Mais qu'est-ce qui les a poussés à faire ces crimes? La perte d'un être cher? Peut-être. Sous l'effet de la colère, une personne a peut-être commis un énorme crime en faisant sans réfléchir un acte sans retour à une personne qui ait pu faire du mal à un être qui lui était cher. Vous savez, il y a des personnes que j'aime énormément et je n'ai pas envie de les perdre. Et la colère pourrait me rendre mauvais envers eux, et alors là, j'aurais tout perdu. La colère envers un peuple a poussé des hommes à diviser des hommes en fonction de leur couleur de peau. La colère envers un peuple a poussé un peuple à enfermer des personnes dans des camps. La colère envers le monde a provoqué des grandes guerres impliquant le monde entier. Les grands dirigeants n'ont pas suivi leur raison ni leur colère, leurs sentiments. Et cela a mené à des désastres figurant aujourd'hui sur nos livres d'histoire. Imaginez-vous être en colère face à une personne que vous aimez, lui dire des choses horribles sous l'effet de la colère, et que cette personne disparaisse du jour au lendemain. Vous ne pourrez plus lui dire pardon. Vous ne pourrez plus dire pardon à cette personne, et elle aura quitté ce monde avec la douleur, avec le poids de vos mots. Si vous aviez usé de votre raison et non de vos émotions, à ce moment-là, peut-être que tout cela ne serait jamais arrivé. Mais il se peut aussi qu'en fonction des personnes, la colère ne soit pas un frein, mais tout le contraire. La colère de certains peut en faire leur force, les faire devenir plus forts grâce à la multiplication des émotions. Les émotions instables peuvent être dangereuses, mais les émotions contrôlées peuvent rendre plus forts. Écoutez, la colère, la haine peuvent mener à des sacrifices horribles. Ne laissez pas vos émotions vous submerger. Nous sommes dotés d'un cerveau, d'une raison, et cela pour faire les bons choix. L'amour engendre la colère, engendre la haine, et cela peut faire des dégâts, des sacrifices. Mais la raison permettra d'éviter cela. Avec la colère, on est capable du pire, tandis qu'avec la raison, on est capable du meilleur. Alors je vous en prie, faites les bons choix, afin de ne pas perdre les personnes que vous aimez. La colère et la raison sont deux faces d'une même pièce. La colère, ce souffle de vie qui nous régénère. La colère, cette émotion présente pour un but précis. La colère, ce sentiment propre à tout être vivant, ou pratiquement tous. Saviez-vous que la colère liée à une bonne réflexion se transforme en force? Bon, encore faut-il savoir l'utiliser de manière intelligente. Rassurez-vous, nul besoin d'être maître Yoda pour parvenir à transformer sa colère en force. Certes, c'est humain de vivre sa colère,
Mais sans réflexion, sommes-nous différents des animaux? La colère sert à réduire la violence. Cette affirmation vous laisse-t-elle perplexe? Ne m'en dites pas plus. Souvent, pour se délecter de la paix, il faut goûter à la difficulté. Pensez-vous que Nelson Mandela ou Rosa Parks étaient seulement en colère? Ou que leur colère leur apportait uniquement préjudice? Ou qu'ils n'avaient pas réfléchi? En effet, rien n'arrive par hasard. Du moins, tout dépend. Tout dépend de la manière dont vous posez votre regard sur ces épreuves. Les voyez-vous comme des obstacles? Ou plutôt comme une opportunité de devenir plus grand? La colère est donc l'élément qui mène à la réflexion, mais également l'émotion qui émerge de cette réflexion. Comme par exemple les manifestations, les coups d'État. Il y a de la colère qui fait surface après une réflexion. Ce sont des éléments donc indissociables. Depuis notre tendre enfance, on ne cesse de nous répéter que la colère est mauvaise, qu'elle est dangereuse, que l'on est censé être gentil. Une petite fille ne peut pas être en colère. Voyons, ça ne se fait pas. Pourtant, si on exprimait correctement cette colère, on aurait moins de problèmes. Même notre corps nous remercierait pour extérioriser. Par ailleurs, il est prouvé que les personnes qui s'énervent sont les plus optimistes. Sans cette colère alliée à cette réflexion, croyez-vous vraiment que des milliers, non, des millions de personnes seraient capables de se révolter, de prendre le contrôle de leur vie? Lors de ce processus, il y a une libération de l'hormone de l'adrénaline, ce qui nous fait vivre plus intensément notre vie. Après tout, la plupart des gens disent se sentir mieux après avoir exprimé leur colère de façon réfléchie, de façon rationnelle. Alors j'entends, la colère a mauvaise réputation, sauf dans les cas où nous la comprenons. Donc il faut penser par la réflexion. Et si demain, vous pourrez faire face aux pires situations, ce sera grâce à la sagesse acquise d'hier. Vous vous rappelez? Quand on essayait d'associer sagesse et réflexion. Est-ce que quelqu'un ici a-t-il déjà été en colère sans raison? Non. Oui? Oui. Permettez-moi d'en douter. Quoique, après réflexion, vous me paraissez un peu bête. Voire beaucoup. Je me demande même si vous avez compris quelque chose. Répondez-moi. Non. C'est méchant. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai mis en colère? Oui, pas du tout. Patient d'avoir tout compris. Mince, je suis bête. Ah. Merci, merci. Et nous allons appeler une personne
personne dans le public, forcément. Qui va nous dire pourquoi il est pour qu'un droitier puisse... Alors non, c'est plutôt pour. Un droitier peut-il passer l'arme à gauche? Théo, c'est pour toi. À droite, un fusil. Boum! Un coup de feu. À gauche, un corps à terre tout prêt à rejoindre les cieux. Ok. Admettons. Si je te parle de position, si je te parle de différence, si je te parle de changement, est-ce que tu comprendrais? Est-ce que tu m'accepterais comme je suis? Non, oublie. Est-ce que tu accepterais que je me sente mieux comme ça, au final, comme je suis? Non? Ok. Oublie alors. Si je te parle de trahison, du changement de camp, du changement de temps, du changement de saison, du changement de variation, de position, de nature, d'idée, de religion, de pouvoir, de droite, de gauche, de politique, de jeu de mots, d'amour, puis au final de vie, de mort. Est-ce que cette fois tu comprendrais? Non. Est-ce que tu m'accepterais toujours comme je suis? Non? Ok. Je vois que tu comprends pas ce que je veux dire. Ça m'énerve, ça. C'est chiant. Si je te parle plutôt alors d'un jeu de mots, est-ce que tu comprends comme moi? Est-ce que tu auras la même définition? Est-ce que tu auras la même pertinence? La même sensibilité? La même compréhension au final? Mais est-ce que tu réagiras avec la même réaction? Non, je sais pas d'idée. Non? Ok. Si je te donne un exemple alors. Du genre, mon cousin il se baladait hier avec son fusil, il tenait de la main gauche et boum, il se tire dessus. Ouais, c'est chaud, hein. Tu comprends pas, hein. Bon, oublie tout ça alors. Oublie. Si plutôt on rentre au vif du sujet et je te parle de l'histoire, de peuples qui se battent pour le pouvoir, de là exterminer nos religions entières. Tout ça pour des prétextes, tout ça pour diriger, à réaliser pour ça les pires atrocités. Ou toi, est-ce que tu serais prêt par amour à changer de camp, à changer de code, à plus écouter tous ces gens qui parlent? Parce qu'au final, toi, t'es comme ça. Ouais, je sais, si Tinder prend ça en compte, ça va foutre un bordel. Ça va être chaud. Mais si on prend un sujet un peu plus sensible, si on prend la religion, non, la science, personne ne sait ce qu'il y a après la mort. Est-ce que, finalement, c'est pas une merveilleuse chose? Au final, une évolution, une consécration, la fin de quelque chose, le début d'une autre, la renaissance.
On a tous perdu un être cher. Mais est-ce que derrière ça, on ne lui souhaite pas quelque chose de meilleur? À se libérer au final. Allez, moi, j'accepte qui je suis. Est-ce que toi, tu serais prêt à accepter comme je suis et t'accepter toi? Non. Moi, la difficulté de comprendre m'intéresse. La culpabilité de voir quelqu'un partir me blesse. Mourir, c'est apprendre et comprendre. Le phénix, c'est celui qui sait renaître de ses cendres. Le droitier, c'est tout le monde. Le gaucher, c'est celui qui sait se différencier de tout le monde. Je vais tenir mon micro de la main gauche cette fois-ci. Merci Théo. Prêt pour la suite? Alors nous allons avoir la chance de parler d'espoir. L'espoir est-il un imposteur? Et à la positive, nous allons avoir Anaël. Tonnerre d'applaudissements. Bienvenue, c'est du direct. Merci. Là, vous me voyez, et vous vous dites « Oh purée, j'espère que son discours restera court. » Ou alors « J'espère qu'il durera moins longtemps que celui des autres. » Eh bien, j'ai l'honneur de vous annoncer que non, pas du tout. Et en plus de durer tout autant, c'est un sujet des plus amusants. On nous dit que l'espoir est un délai, une pause, une suspension. Mais toujours avec confiance. Et d'un point de vue plus philosophique, c'est un temps, une durée, qui suggère un temps meilleur à l'avenir, une émotion, une passion. Il s'oppose alors au désespoir. Mais quoi de plus ironique que de dissocier l'espoir du désespoir lorsque c'est l'espoir qui crée le désespoir? L'espoir est-il conscient? Ou parvient-il d'une pensée inconsciente de l'esprit qui nous pousse à continuer sans vraiment y croire? Quelqu'un dans la salle aime attendre? Quelqu'un dans la salle souhaite attendre? Est-ce que quelqu'un dans la salle adore s'arrêter un temps pour espérer voir cette attente s'arrêter? Sans bien évidemment avoir la certitude de cet arrêt? Moi, c'est Nana. Et depuis toute petite, j'espère grandir. Mais depuis que j'ai 12 ans, ma taille reste inchangée. J'ai même perdu 1 centimètre cette année. C'est comme attendre ton bus et te rendre compte que ton réseau de transport préféré, après 1h30 d'attente sous le cagnard sans eau, sous la pluie, sans parapluie, bien évidemment, est finalement en grève. Mais trêve de plaisanterie. D'hier à aujourd'hui, d'aujourd'hui à demain, tu attends patiemment l'envie de l'ancien temps, l'envie d'un temps innovant. Chaque seconde à espérer est une attente sans réponse. Chaque seconde à y penser est une durée sans annonce. Tout est noir, il n'y a plus d'espoir. L'espoir, c'est attendre toujours, toujours aspirer à ce nouveau utopique. Utopique qui, potentiellement, n'adviendra jamais. Un chanteur prononcé, à la naissance, c'est la mort qui attend, en se tenant au-dessus de nos têtes. Réfléchissons 5 secondes. Agir ou se paresser dans l'idée d'y croire? Avons-nous le temps de prendre le temps, d'attendre un temps? La vie est courte, la vie est belle, la vie est tragique, la vie est passionnelle. La guerre, la maladie, la tristesse, l'envie. Un espoir que ça s'arrête? Un espoir que ça continue?
Un espoir que ça aille mieux peut-être? L'espoir est une incertitude qui tourmente l'homme depuis toujours. Il nous pousse à croire à une quintessence, essence d'une pensée pour nous rassurer. L'espoir est un outil créé par l'homme, pensé par l'homme, utilisé par l'homme, imaginé par l'homme. Outil qui n'a que pour objectif d'ignorer ses peurs. Peur que ça n'aille pas mieux. Peur que ça ne s'arrête pas. Peur du pire et des pleurs, mais pire encore, peur de la peur en elle-même. L'espoir est une ignorance. L'ignorance, car sait-on ce qu'il advient après celui-ci? Peut-être durera-t-il toujours. Mais ne sommes-nous pas censés terminer ce que l'on a commencé? Mesdames et messieurs, l'espoir est un imposteur. Il pousse l'humain, aussi conscient soit-il, à s'imaginer tout changer en un claquement de doigts. Parce que, mesdames et messieurs, toujours y croire, c'est dépasser la date butoir. Cette fois-ci, l'espoir est-il un imposteur? À la négative, nous avons Lamine. Il y a des jours où nous n'en pouvons plus. Aller au travail, à l'école, à l'entraînement non plus. Il y a des jours où nous n'aurons plus envie de rien parce que nous avons l'impression que tous nos efforts sont vains. Et pourtant, nous ne devons pas oublier qu'il existe quelque chose dans ce monde qui n'est pas fait de murs de pierre, qui subsiste en nous sans barrière, que personne ne peut atteindre, que rien ne peut fendre, qui est à nous, c'est l'espoir. Quand l'Esprit nous dit « Abandonne, mets-y une croix », eh bien, l'espoir nous susurre toujours. Essayez encore une fois. Et l'espoir a le pouvoir de transformer les « je ne peux pas » en « pour le moment, je ne peux pas ». Et l'espoir est gratuit. Pensez à votre future réussite, au volant de votre Lamborghini à Sainte-Martinique. Mais pas avec une bière, hein, sinon bonjour la cuite. Songez à votre future réussite. Songez aux futurs sommités que vous allez devenir, aux futurs projets sociaux que vous allez mettre en place sans faillir. Dites-vous que tout est possible, même ce que vous imaginez paraît indicible. Ça, c'est faire appel à l'espoir quand on a peur du vide, parce qu'il est nécessaire pour se jeter sans guide. Et je vais vous dire ceci d'avance. Sans l'espoir, vous pouvez baisser les bras, d'ores et déjà, et tirer votre révérence. Parce que ça ne sert à rien de se battre sans y croire, car c'est de ça qu'il est né, le fait de croire. Parce que ce n'est pas un simple espoir, c'est une promesse. Que quelle que soit la galère dans la vie, nous pouvons nous en sortir, même si ça nous blesse. Et sachez que l'espoir nous empêche de mourir antérieurement. Il nous garde la tête hors de l'eau quand la vie essaie de nous noyer continuellement. Il nous tend la main pour relever nos idées, parce que sans espoir, tout paraît tronqué. Et dites-moi, à quoi ça sert de vouloir penser, de vouloir imaginer, de vouloir faire, de vouloir aimer, s'il n'y a aucun espoir que cela se réalise? Alerte spoiler, ça ne sert absolument à rien. L'espoir, c'est comme un enfant. Il n'écoute pas vraiment
nos dires. Mais tant qu'on y croit, il y va à fond sans fuir. Et pour étayer mes propos, savez-vous que des chercheurs australiens se sont penchés sur la question? Ils se sont rendus compte que l'espoir est directement relié à la probabilité. Pour des probabilités très faibles, l'espoir augmente de façon cubique. Et, pour des probabilités, quand la probabilité dépasse les 40%, espoir et probabilité augmentent de façon linéaire. Par exemple, quand on fait un pile ou face, on sait qu'on a 50% de chance de gagner. Et donc, par analogie, c'est pareil pour notre espoir de gagner. Et quand une chose est sûre de se produire, l'espoir est certain, pour ne pas dire absolu. Et donc, cette approche mathématique semble plutôt juste, et non incongrue. Mais nonobstant cela, il y a des personnes qui ont des croyances limitantes. Ils se laissent facilement dominer, submerger, au lieu d'être débattantes. Toutefois, je vais terminer par vous faire une confidence. Mon père de son vivant m'a fait comprendre qu'on ne peut pas changer le monde qu'avec seulement des idées plein la tête. Car cela va sembler qu'il faut de la conviction dans le cœur. Cet homme m'a fait comprendre qu'on ne peut pas changer le monde avec seulement des idées plein la tête, je vous le dis encore. Cet homme m'a appris à garder espoir. Parce que je sais maintenant que le désespoir est l'ennemi de la justice. Mesdames et messieurs, l'espoir nous permet d'aller de l'avant. Même si la vérité est déformée par les gens au pouvoir, il nous permet de nous lever quand ils nous disent de nous asseoir et de parler quand ils nous disent de nous taire. Alors gardons-la. Gardons espoir, car en une fraction de seconde, tout peut changer. Car en ce moment précis, nous avons cru en nous-mêmes. Nous avons eu l'espoir. Ils ont été incroyables. On se la refait. Ils ont été incroyables. On est d'accord. Maintenant, sachez que les mots sont un geste vers l'autre. Nous allons accueillir Pierre et Ibtissem. Pour une démonstration de langage dessiné. Applaudissements encore pour eux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'éloquence? L'éloquence est l'art de s'exprimer avec acidité, d'émouvoir et de convaincre. Il s'agit de la capacité de faire corps avec l'éloquence et ce que l'on dit. Les oratrices et les orateurs qui ont de l'éloquence savent aussi poser le silence aux bons endroits, au bon moment. L'éloquence permet de pouvoir s'exprimer librement devant un groupe de personnes ou même à s'intégrer dans un groupe. L'éloquence est la nouvelle compétence de notre temps. Est-ce le fait de le relancer grâce à Internet? D'une culture de l'oralité? De volonté de chacun de faire valoir ses revendications sans plus dépendre de porte-parole accrédités comme la manifestation des Gilets jaunes? Ou encore d'une culture de la parole par le rap et le slam? Au-delà de l'art, bien manier le langage que cultivent les orateurs dans des espaces protégés, l'éloquence ne serait-elle pas d'abord cette puissance vitale dont chacun doit s'emparer s'il veut se faire entendre? Si elle semblait illicite, associée à l'exercice, l'oratoire de la culture classique, aux plaidoiries des pénalistes, aux homilies des hommes d'église, au discours des hommes d'État, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer dans un groupe.
ce qui en vient à laisser de côté. Même, par exemple, l'éloquence peut aider pour les oraux. Un jour, il y a une fille, elle s'est écroulée en pleurs, n'arrivant plus à parler. Elle n'a pas eu la moyenne. Prendre la parole en public, surmonter la peur qui tétanise, choisir les mots, éprouver même du plaisir à entendre sa parole résonner dans un silence d'un auditoire attentif et déployer une argumentation compétence dont on retrouve aujourd'hui l'importance. Je me dis, si j'avais eu les bons mots au bon moment, j'aurais pu changer littéralement certains événements de ma vie. Saviez-vous que Victor Hugo, il a défendu avec vivacité l'idée que la pauvreté doit être combattue de toute urgence. Il a même dit, vous avez vu, messieurs, je le répète, en terminant, ce n'est pas seulement votre générosité à qui je m'adresse, c'est à votre sagesse et je vous conjure d'y réfléchir. Les mots sont des gestes magnifiques. Ah là là, quel kiff. Vous kiffez ou pas? Super. On va reprendre avec, à la positive, la soumission est-elle volontaire? Nous allons faire un tonnerre d'applaudissements pour Nesrine. Obéissance ou résistance. Maître de soi-même, maître de nos actes, nous avons la capacité d'agir, d'accepter, de choisir ou de refuser. D'un aspect intellectuel, idéologique, culturel ou physique, la soumission est l'action de se mettre sous un quelconque pouvoir. Bon, attendez, je répète parce que l'action de se mettre sous un quelconque pouvoir. Mais je viens de dire qu'on était maître de nos actes. Maître de soi-même. Alors oui, la soumission correspond à l'acceptation donc de cette autorité. C'est l'obéissance à ce pouvoir. Soumis à un cadre, un dirigeant, un padre ou un tyran, la servitude existe que parce qu'elle est volontaire. Il est nécessaire de prôner la responsabilité des soumis au lieu de la culpabilité des dirigeants. En fait, nous sommes conditionnés à percevoir la soumission sous un aspect péjoratif. Or, elle est totalement justifiée lorsqu'elle est volontaire. Bah oui, que dire à une femme qui souhaite se soumettre à son conjoint, à la nature ou encore à ses idéaux? On lui dit quoi à cette femme? Que dire à des individus qui souhaitent se soumettre à leurs convictions ou à leurs passions? S'agirait-il d'évoquer une impuissance chez les dominés alors qu'ils ne mettent en œuvre aucune opposition, ne s'en plaignent pas et la désirent même? En tolérant, on accepte. On approuve, donc on veut. Dénoncer le dominant permet la décharge du démonié alors que se suivent comme des dominos. On a tendance à dire que le fait de pointer du doigt la problématique ne fera pas avancer le coupable. Or, tout est subjectif dans le fait de dire qu'il est coupable. Cette théorie prend tout son sens. Reprocher aux dirigeants d'être dirigeants ne défendra pas les dirigés, puisqu'ils l'acceptent. Le dirigeant existe grâce au dirigé. Alors vous me parlerez peut-être d'une emprise, du consentement, du patriarcat, des représailles, voire même d'un potentiel chantage.
Bon, ben moi je vous dis la vérité, je vous dirais que c'est un prétexte. Hein. Je vous répondrai par le libre arbitre. Oui, le libre arbitre. L'humain est doté de cette faculté qui consiste à se déterminer librement. Il se détermine librement. Là, je décide de descendre, vous décidez de monter, vous en êtes capable. Nous sommes en capacité de nous exprimer, de nous déplacer, donc de renoncer. Dire que la servitude est involontaire, c'est dénoncer au lieu d'inciter la prise en charge de soi. C'est aussi simple à comprendre que difficile à appliquer, puisque si l'on désire vraiment se débarrasser d'un maître, il n'est même pas capable, il n'est même pas nécessaire de le combattre, il suffit de cesser de lui obéir. La soumission est le fruit de notre volonté. La cause de nos maux est la conséquence même de nos actes. L'être humain est le seul garant de sa propre liberté. Si celui-ci n'est pas satisfait de cette hiérarchie sociale, c'est à lui d'en faire les causes pour s'en affranchir, imposer sa résistance et laisser place à sa liberté. Le tyran est grand car son esclave est à genoux. L'homme dit oui car sa femme lui répond non. Les croyants prient car le Créateur lui demande « Mesdames et messieurs, oui, le maître existe grâce à ses élèves, les dirigeants grâce aux dirigés, et la liberté grâce à l'opposition. » Alors, à vos choix, obéissance ou résistance ? Maintenant, la soumission est-elle volontaire avec Jasmine? Imaginez-vous devoir supporter une pression quotidienne au-dessus de vous, sans pouvoir y échapper. Imaginez-la juste pendant une seule seconde. Vous voyez? Vous la sentez, la pression? Certaines personnes la subissent quotidiennement, sans pouvoir y échapper. Pourtant, elle n'est pas volontaire. Car il y a toujours une personne ou bien une pensée qui vous hante. Vous observe, vous suit tous les jours. Aujourd'hui, dans cette salle, je suis sûre que pratiquement tout le monde vit avec une pensée, quelque chose dans la tête, sans pouvoir s'arrêter d'y penser, ne serait-ce qu'une seule seconde. Dans notre vie d'ici-bas, nous subissons toujours une pression qui fait en sorte que nous ne pouvons même pas vivre librement. Prenons l'exemple de notre cher et tendre pays, nommé la France. Notre pays crie à tout va liberté, égalité, fraternité. Sommes-nous vraiment libres? Sommes-nous vraiment égaux? Sommes-nous vraiment des frères? Je ne le pense pas, car il y a toujours une chose qui fait que nous ne pouvons même pas vivre librement. Ou pratiquer ne serait-ce que notre propre religion, comme elle se doit. Nous ne pouvons même pas aimer la personne que nous le souhaitons librement. À cause de la pression à laquelle nous sommes soumis tous les jours. En étant une future grande femme comme ma chère maman, en ayant grandi avec un papa à moitié absent, en ayant des origines maghrébines, je peux vous le dire, oui, nous les femmes, nous sommes soumises. Soumises à quoi? Au travail, nous n'avons pas droit au même salaire que les hommes. Pourtant, nous faisons le même métier. La discrimination au travail vient souvent des hommes. Oui, j'en suis sincèrement désolée, messieurs. Mais il serait temps de voir la vérité en pleine face. Même si
mais pas souvent. Il y a aussi une inégalité de la part des enfants envers leurs parents. Nous, les enfants, ce n'est pas ce que nous voulons faire comprendre à nos parents. Mais quand je parle du fait que nos parents sont soumis à nous, c'est le fait de devoir nous nourrir, nous loger, s'occuper de nous. Certains parents le font de bon cœur. Pratiquement tous les parents ici dans cette salle. Et pratiquement tous les parents ici dans le monde. Mais certaines personnes le font à contre-cœur. Un jour, vous verrez, vous les parents, que ce seront nous, vos enfants, qui prendront le rôle, qui s'occuperont de vous. Il y a aussi l'inégalité dans la famille. Au niveau du couple, l'homme, lui, est destiné à ramener l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Elle, la femme, est destinée à devoir entretenir ses enfants, son mari, la maison, à ce qu'ils soient toujours en bonne santé, à ce qu'ils bien mangent. Et si on inversait les rôles, si vous échangez tout ça, juste une seule journée, une seule. Chez certaines personnes, c'est déjà le cas, mais pas chez tout le monde. On essaye juste une journée, et je suis sûre que tout le monde ici verrait le changement. Bon, parlons maintenant de la soumission bienveillante, car oui, elle existe. La soumission bienveillante est le fait de dissuader quelqu'un de faire un choix qui va à l'encontre de son bien-être. Je vais vous prendre un exemple. Alors, imaginez que vous allez prendre votre métro parce que vous avez un entretien d'embauche du métier de vos rêves. Vous allez passer le meilleur jour de votre vie avec un peu de stress. Imaginez que quelqu'un est tellement fatigué avec la soumission qu'il subit tous les jours, que ce soit par rapport à l'État, que ce soit par rapport une femme par rapport à son mari, un homme par rapport à sa femme, car oui, c'est possible, Johnny Depp. Imaginez-vous, vous attendez votre métro, le métro, vous le voyez arriver au loin. Et cette personne-là décide de mettre fin à ses jours aujourd'hui. Et vous allez la stopper pour deux raisons. Et pour votre bien-être à vous, parce que vous voulez cet entretien, parce que si le monsieur il saute ou la dame elle saute, il n'y a pas de métro. Et vous allez l'arrêter aussi pour son bien-être à lui. Parce que faut pas faire ça. Si nous connaissons donc la solution, qui est la soumission bienveillante, qu'attendons-nous pour y remédier? Serait-ce pas donc nous le problème? Maintenant, le second degré impose-t-il un froid? À la positive, nous avons Axel! La pêche. Je vais vous faire voyager de force ou de gré. Là ou bas sont les degrés. Attention, tenue chaude, exigée. Je suis un fou, passionné, car il y a de la folie dans la passion. J'ai étudié le comportement ainsi que la psychologie des humains en fonction de la météo et de la température. Je suis un météo-psycho-tempologue. Quand les débats sont pleins, aux alentours des 35 degrés, l'homme est heureux. Il respire le soleil, fait trempette. Il se plaint aussi de temps à autre de la chaleur oppressante. Par la même occasion, il transpire, évidemment, abondamment.
et par la même occasion élimine au passage l'orgie de sucre mangée au bord de la plage, churros, glace, granité, sans oublier les prestigieuses grillades entre copains. La vie est si belle et si bien faite. L'homme a des émotions et des ressentis qui varient à chaque degré, comme la bienveillance ou le taux de nonchalance dans son organisme. Après de multiples années de recherche, une conclusion me sauta aux yeux. L'homme s'adapte plus ou moins à toutes les températures, avec toujours un taux satisfaisant de joie et de bonheur dans le corps. À l'exception que la température dans l'air atteigne le second degré. Dès lors, l'ambiance s'alourdit, les paroles se raréfient et l'air se rafraîchit. Une bonne paire de gants, alliée d'un anorak, plus que résistant. Un petit bonnet, non moins plaisant. Et un équipement de ski, parce que c'est marrant, sont fortement recommandés pour s'aventurer dans cette zone où le climat est aussi extrême et instable qu'imprévisible. Soyez prêts à user de votre sens de l'humour pour masquer et camoufler cet instant gênant et malaisant. Surveillons nos enfants, si par inadvertance un de vos enfants, plein de questionnements sur la vie et le mode et le monde environnant, se trouve où le vent vit paisiblement. Il en restera paralysé, figé, voire même congelé par un si grand moment d'effroi et de froid. L'enfant, déconcerté, bouche bée, ne sachant plus sur quel pied danser, partagé entre incompréhension et supposition. Alors, allions compassion et communication pour plus de compréhension. Parler au second degré, c'est user de sous-entendus. C'est plus qu'une simple blague de mauvais goût. Pour y remédier, le silence. Et votre témoin, c'est à ce moment opportun qu'il est le meilleur moyen de mettre l'homme face aux propos qu'il tient envers son prochain. Respectez le second degré, encore faut-il le discerner. Est-ce si compliqué de faire preuve de spontanéité et de sincérité? N'y a-t-il rien de mieux qu'exprimer fièrement ses idées? Dois-je rappeler que la simplicité, c'est d'être entier? Respecter et partager, écouter pour répliquer, s'oublier puis s'exprimer. Pour moi, c'est cela aimer. L'amour, l'humour, ne se vit ni au premier, ni au second, ni même au troisième degré. Un fou rire laissera un goût sucré à travers vos journées. Il transcende donc une quelconque notion de degré. Avis aux vicieuses canailles, aigris, qui ont pour amis la moquerie. Cessez de vous cacher derrière un supposé degré. Osez, assumez, prenez vos pensées et surtout, prenez vos responsabilités. Le voile doit se lever. Au bon vivant, riant même du néant, imposons le blanc, là où le temps d'un moment, le dire, est aussi humiliant que rabaissant. Avec le courage comme paire de gants, la foi inébranlable pour un anorak résistant, un rêve puissant pour un bonnet plaisant, et un sens de l'humour légèrement farfelu ira de pair avec ses skis et son équipement. Vous voilà fin prêt à survivre lors de températures gelées. Le feu, allié d'un air heureux, réside à travers vos yeux, et votre cœur vit un parfait bonheur. Le bonheur se trouve à la bonne heure. Ni hier, ni demain, ni ce matin, ni dans quelques heures. Il réside en ce moment. Maintenant! Dans le présent. Alors, je me dois de conclure mon discours éloquent en rappelant qu'un cadeau est synonyme de présent.
Ça va toujours pour vous? Oui. Alors un tonnerre d'applaudissements pour tous ceux qui sont déjà passés. Merci. Nous allons accueillir pour, à la négative, le second degré impose-t-il un froid? C'est mais les, s'il vous plaît. Pourquoi tu cries là? Bah parce qu'en fait je suis pas d'accord. Mais t'es pas d'accord avec quoi? Le second degré n'impose pas un froid. Le second degré est une forme d'ironie et d'humour qui laisse sous-entendre l'inverse de ce que l'on pense vraiment. Il fait partie intégrante de la culture française. Nous, les Français, représentons la subtilité, la finesse de l'humour. Nos pays voisins, et lointains d'ailleurs, nous trouvent élégants même dans la manière de les ridiculiser. Quelle ironie, n'est-ce pas? En France, nous avons le sarcasme et la bombe nucléaire. Deux armes quasi similaires qui, si elles sont mal utilisées, peuvent être mortelles. Le second degré représente l'humour, la joie, le partage, la proximité des relations et donc par conséquent la chaleur. La chaleur d'un rire partagé, la chaleur d'une citation bien placée, la chaleur de « c'est une rigolote cette petite-là ». La chaleur d'un rire communicatif qu'on entend résonner de Berlin à Pékin. Sauf si ce sont des Chinois de Chine, dans ces cas-là nous sommes perdus. Le second degré est un art, il faut le manier à la perfection pour pouvoir l'exploiter. Tout le monde peut s'entraîner, mais de la même manière qu'on ne peut pas devenir Pablo Picasso ou Jackie Chan en une journée, il faut obligatoirement passer par des moments de solitude extrême pour comprendre la splendeur et la complexité de ce jeu. Car il n'en est rien d'autre qu'un jeu. Mais nous n'avons pas tous les mêmes règles, malheureusement. Moi, par exemple, je suis sino-congolaise du côté de mon père et norvégienne-marocaine du côté de ma mère. C'est ça qui me donne un petit teint. Allez. C'est là ma frontière personnelle. Personne ne croit à la véracité de mes nationalités. Mais pardon, mesdames et messieurs, pardon d'être une bombe atomique. Chaque personne possède ses propres limites, que ce soit l'aspect physique, la capacité cérébrale ou encore les origines. Il faut avant tout faire comprendre à votre interlocuteur que votre discours est à caractère humoristique et ironique et non malveillant ou négligent. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Peut-on vraiment rire de tout avec tout le monde? Qui est tout le monde? Qui sommes-nous? Tout le monde pense que parce qu'on est blanc, on est riche. Mais mon cher public, on est riche, on est beau, on sent bon, et on est intelligent, et par-dessus le marché, on est drôle parce qu'on est parfait. Tout le monde le sait. La couleur de peau est la ligne directrice vers le bonheur, c'est bien connu. Qui sommes-nous pour rigoler des autres? Qui sont les autres pour rigoler de nous? Peut-on rire du malheur des autres? Est-ce vraiment du malheur s'il n'est pas souhaité? Bon, voilà, je comprends plus rien. Le complexe d'Oedipe, par exemple. C'est une pure calamité. Voilà. Une blague à tous les niveaux. Personnellement, c'est pas ma faute si mes parents sont des gens exceptionnels. Mon père est mon plus grand fan, et ma mère est mon modèle. Comment ne pas avoir envie d'arracher les yeux de l'un pour faire ma vie avec l'autre? Le second degré n'est en réalité pas une forme de gentillesse cachée? Ou tout simplement une manière de dire sa pensée avec des messages subliminaux? Moi, par exemple, j'ai la grâce et l'élégance du pachyderme. Pouvez-vous en dire autant? J'aimerais pouvoir laisser leur chance aux autres femmes. Aux autres humains, quels qu'ils soient. Mais pardon. Voilà, pardon. Pardon d'être belle, pardon d'être intelligente, pardon d'être drôle, pardon d'avoir de la répartie, pardon de vous donner envie. Chers amis, la vie c'est trop beau, la vie c'est rire, s'esclaffer, exploser. Est-ce qu'on a vraiment le temps pour ne pas essayer? Faut tenter plutôt que de rester dans le doute d'une bonne blague qui aurait pu marcher.
Mes amis, le froid est imposé par les autres. Qui sont les autres? Qui sommes-nous? Arrêtons de nous offusquer de rien. Arrêtons de nous mettre des barrières. Rayons, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Peut-on rire de tout? Sans transition, nous allons accueillir Elmi pour un show extraordinaire autour de l'humour. Elmi, c'est à toi! Elmi, es-tu beau? Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît! Faites du bruit, Aix, on y va, on retourne la salle, faites du bruit, faites du bruit! Salut tout le monde. Alors je souhaite remercier la ville de Aix, les organisateurs et vous d'être là. Merci beaucoup, merci. Donc par applaudissement, qui n'est jamais allé dans un comedy club? Okay. Je dis par applaudissement, vous avez levé la main? Ok, ça commence bien. Alors, dans un comedy club, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on rigole. Donc là, on va se faire... Comment tu t'appelles? C'est Émilie? C'est mêlé, pardon. Est-ce que tu es motivé pour nous faire un rire? Non? Par applaudissement, qui veut qu'elle le fasse? C'est le public qui demande, c'est le public. Fais-nous un rire un peu bizarre. De toute façon, t'inquiète, tout le monde va le faire ensemble après. Moi, ça va. Donc à 3, j'aimerais que vous fassiez votre rire le plus bizarre. Vraiment là on se lâche depuis tout à l'heure, c'est sérieux et tout, donc on va essayer un peu de se détendre. On y va, 1, 2, 3. Ah oui, là ils ont crié sans aucun intérêt. D'accord. Donc alors je m'appelle Elmi et je sais très bien que je ressemble à une version homosexuelle de Tupac. C'est bon, on peut passer à autre chose maintenant? Non, vous rigolez un peu trop à cette blague, hein. Motherfucker. Donc, moi je viens de Marseille, il y a des trucs qui m'énervent. Il y a vraiment plein de trucs qui m'énervent. Il y a un truc qui me fout la haine. C'est des fois, tu sais, tu discutes avec quelqu'un, tu parles, d'un coup son téléphone il sonne, il répond et il met sa main devant toi. Il fait comme ça, il fait allô? Tu es sérieux? J'ai envie de continuer à parler avec lui, de l'appeler en traître avec mon téléphone, comme ça. Et dès qu'il met sa main, je dis c'est moi frère, qu'est-ce que tu fais? En plus, souvent, ce mec, au lieu de dire ouais, il dit ouais. Putain, oh, j'ai envie de prendre une olive, d'arriver, lui dire ça va, et qui s'étouffe avec l'olive. C'est des malades. C'est quoi ça? Et ceux qui ont du noir sous les ongles aussi. Vous avez fait quoi, les gars? Hein? Vous avez gratté le dos d'un troll? Vous avez gratté le dos d'un mec du Courju? C'est quoi ce délire? Moi, j'ai envie de les emmener à la patinoire, tu sais, qu'on patine et tout, et dès qu'il tombe et qu'il pose ses mains, je lui coupe les doigts. Toujours là, ongle noir, écouteur, c'est un combo. Il veut te faire écouter des prods. Tiens, écoute ma prod. Tu regardes l'écouteur, on dirait qu'il était dans un snack. Oh, c'est pas du miel qu'il y a dedans, c'est du houmous. Laisse-moi tranquille, frère. Je vais mettre ça dans mon oreille, tiens, fou, toi. Et ceux qui ont le gros orteil, là, ils ont l'ongle, il est épais comme ça, là. C'est quoi ce délire, là? Oh, j'en ai vu un à la plage, là, on aurait dit une corne de mouton, frère. Oh, c'est quoi? C'est pour faire des combats de coq, ton truc? Oh, j'ai envie de le prendre dans l'orteil, de l'emmener dans un champ, qui broute de l'herbe et tout, qui grossisse bien et tout, tu vois, et après je l'égorge pour l'ail de l'orteil, putain. Je suis pas du tout antillais. Je suis tunisien. Pour ceux qui savent pas où c'est un tout petit pays. Oula, on a des Tunisiens là par applaudissement? Ah ouais, putain, t'as reconnu ça? Bon, c'est un petit pays, pour ceux qui savent pas, c'est genre un T2. C'est et tu sais, je me dis... je me dis, ce serait quoi le mélange genre d'un arabe et d'un antillais? Est-ce que genre tu voles des sacs et tu t'en vas comme ça? Je sais pas exactement. Putain, en plus, il y a pas longtemps là, c'était le ramadan là. Et moi je trouve pas que c'est dur de ne pas manger ou de ne pas boire.
Ce que je trouve dur, c'est de ne pas mater des culs. Et donc pendant le ramadan, je fais un truc, genre je mate des mecs en train de mater des culs. Je mate des culs par procuration. Et j'ai capté vraiment qu'il y a plusieurs types de mateurs de cul. Tu as les SDF et les vieux, eux ils sont capables de regarder pendant 4 heures sans aucune gêne, ils sont là. Et tu as ceux qui font la technique des 8 secondes. Dès qu'il y a une meuf comme ça qui arrive, il la laisse passer, et pendant 8 secondes, il fait genre il l'a pas vue. Et au bout de 8 secondes, il regarde. Et après, il check autour de lui si quelqu'un l'a vu, et il croise mon regard. Et moi, je fais ça. Bien joué, bien joué. Et tu as ceux qui ont doctorat en matage de cul, alors eux, c'est des champions. La meuf, elle arrive comme ça, il fait quoi? Il regarde déjà là-bas. Mais elle se met seule sur son champ de vision. C'est vraiment n'importe quoi. Il y a pas longtemps, là, je rentrais chez moi, et vers chez moi, tu sais, il n'y a pas de lampadaire et tout, il fait un peu noir. Et j'étais au téléphone avec une choupette, et d'un coup, j'entends... Tyson! Tyson, viens ici! Tyson! Et moi, j'ai très peur des chiens. Et je me dis, ça veut dire que là, il y a un chien en liberté qui s'appelle Tyson. Et je me dis, c'est sûr et certain, c'est un pitbull. Et il va venir, il va m'attaquer là. Et les pitbulls, j'ai vu dans un reportage, quand la mâchoire, elle se bloque, il leur coupe les 2 jambes arrière, il ne lâche pas. Le seul moyen pour qu'il lâche, c'est de leur arracher les couilles. Ça veut dire que j'étais avec une choupette au téléphone et je me retrouvais avec des couilles de pitbull dans la main. Et là, je le vois, il arrive, petit chihuahua avec un débardeur orange. Mais qu'est-ce que c'est? Il a essayé d'aboyer, on aurait dit qu'il fumait des Marlboro sans S. Et ben, elle avait... Ah ouais, j'aime pas les animaux, moi, les animaux, j'aime pas. Un animal que je kiffe, par contre, c'est le rat. Ah, j'aime trop les rats, c'est trop mignon à Marseille. Genre, tu sais, j'ai vu des petits rats qui étaient en train de faire leurs courses dans une petite poubelle, ils étaient trop mignons. J'avais envie de prendre une petite table, de leur mettre une mini-table avec une petite nappe, des petits morceaux d'émental comme ça, leur mettre des petites serviettes autour du cou, leur dire « Vous souhaitez un digestif ?» et qui me disent « Et serre-nous du pastis, ils sont fatigués, hein !» Et mais un émentalo pour le petit. C'était un jeu de mots éclaté, mais émentalo, voilà. Bon, on passe à la suite. Merci pour l'applause, c'était ridicule, mais... j'ai fait un test ADN pour savoir d'où je viens. Un test ADN, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu prends un coton-tige, tu fais ça, tu l'envoies et on te renvoie tes trucs. Donc je reçois le résultat et je vois que je suis 12% Afrique du Nord, 13% Kényan, 20% Juif Ashkénaze, 4% Népalais et 2% Suricate. Comment ça, je suis Suricate? Non, en vrai, j'ai bloqué sur le 4% Népalais. Je me dis, comment ça, je suis 4% Népalais et tout? Putain, tu rigoles encore pour Suricate? Je me dis, genre 4% Népalais, c'est quoi? Je fais des recherches et tout. Et en fait, vous connaissez les Huns des barbares qui étaient en Asie, les Huns? Par applaudissement, il y en a qui connaissent les Huns? En fait, les Huns, ils ont un peu violé tout le monde sur Terre, donc on est tous un peu népalais. Attaquons l'exercice pour défaire. Voilà, là on a repéré les gens qui ont le sac à dos de Disney. Moi, je me demande comment ils font en vrai avec juste un coton-tige pour trouver tes origines. Je suis sûr que le scientifique, il prend le coton-tige, il doit le goûter comme ça. Et il doit faire un... Voilà, c'était le deuxième jeu de mots éclaté de la soirée. Merci. Du coup, c'est un concours d'éloquence. Genre, j'aimerais un peu parler du langage, des trucs comme ça. À Marseille, il y a un truc qui m'énerve, c'est le mot de. Vous connaissez le mot de? Ouais. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire saouler, rendre fou. Alors tu de. Et ça s'écrit D-E-U-E. Donc il n'y a qu'à Marseille, j'ai vu des enfants le conjuguer au passé simple. Ils étaient là, oh, hier, avec les scooters au quartier, nous de ham. De ham. Il l'a inventé, c'est le truc. Et à Marseille, il y en a beaucoup qui disent le mot net aussi.
pour rien, ils disent net. J'ai demandé à mon pote, genre, j'ai dit, tu as fait quoi hier? Il me dit, hier, je me suis posé, petite tisane, petit livre. Net! Je dis, il était bien ton livre? Bah, au début, j'arrivais pas trop à lire, tu as vu? Donc j'ai mis mes lunettes. Et il était quoi, sur quoi le livre que tu lisais? Bah, il était sur les salaires bruts, tout ça, tu vois. Me niquez pas la blague, s'il vous plaît. Hein. Vous le sentez arriver. Donc bon, je lui dis, vas-y, dis-moi et tout. Il m'a lâché un freestyle. Il m'a dit, net. Un moustique, c'est rien d'autre qu'une mouche qui a enlevé ses lunettes. Il y a aussi par Allah. Oh là là, celui-là, alors c'est le pire. Par là. Alors moi, je connaissais par ici, par là-bas, par tabac. Mais par là, c'est quoi ce truc? Là, je me dis, c'est sûr que c'est un handicapé voyou qui a trouvé ce truc. Il était au quartier, posé, tranquille. Il y en a un, il est venu, il lui a dit, ah, c'est par où pour prendre la drogue? Pour prendre la drogue, c'est par là. C'est tout, je peux pas faire mieux, Ouais, astaghfirullah, c'est vrai. J'aime bien les tatouages là, et mes derniers tatouages, là vous voyez pas très bien, mais j'ai écrit main gauche, et là main droite. Donc là il y a deux groupes qui se sont formés. Il y a ceux qui ont compris la blague, mais ça, et il y a ceux que quand ils ratent la sortie au rond-point, ils continuent de tourner. Ils tournent. Ouais, j'ai écrit main gauche sur ma main droite, bref. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ouais, des fois, quand on est sur scène et tout, quand on descend, des gens, ils viennent nous voir, ils disent, ouais, c'est un peu fou ce que vous faites, c'est de la folie, c'est dingue et tout. Mais si je vous disais que ce qui est dingue pour moi, c'est de passer 40 années de sa vie à travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7, dans un bureau minable, avant d'être jeté, se retrouver dans un asile de vieillards, à appeler la mort de ses voeux, avec l'angoisse de ne pas arriver jusqu'aux toilettes à temps. Pour vous, c'est pas de la folie, ça? J'ai vu cette phrase sur Instagram, j'avais trop envie de la placer en fait. Ouais, j'aime trop les trucs de motivation et tout, je fais beaucoup de sport. Et j'ai un pote qui m'a dit, ouais, pourquoi tu fais autant de sport et tout? Je lui ai dit, ben, tu sais, j'ai envie de courir vite, ou comme un jour il faut courir. J'ai envie de savoir sauter haut, ou comme un jour il faut grimper un truc. J'ai envie d'avoir du souffle, ou comme un jour il faut fumer un gros d'air, tu vois, je sais pas. Comment? Ouais, là on a des fumeurs de d'air. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire pétard et ça s'écrit Z-D-R. D'autres trucs qui me foutent la haine un peu, les petites meufs blondes, yeux bleus. Oh, comme ça m'énerve, comme ça me dégoûte. J'ai envie de prendre une rose, d'aller en bas de son balcon, d'essayer de la séduire, genre lui parler en italien, lui dire genre prego, tu vois, ou salam alaikum, peu importe, mais genre l'amener en Tunisie, dans ma famille et tout, la présenter à mes grands-parents et tout, faire un saut en parachute avec elle pendant le saut en parachute, comme ça j'ouvre une boîte, je dis veux-tu m'épouser, la bague elle s'envole, je la ramène avec une ficelle, au moment où on atterrit, tu entends on se marie et tout, frère, tout bien. Et hier j'ai croisé une meuf blonde, yeux bleus, exactement comme j'imaginais et tout. Et elle avait du noir sous les ongles, putain, je fais comment une fois, j'étais posé en train de déguster ma vie. Bon, vous avez remarqué, il n'y a aucune transition, hein. Mais j'étais en train de déguster ma vie et à mon ex, elle vient me voir et elle me dit ouais, mio. Ouais, c'était une Colombienne d'Algérie. Je lui dis ouais, quoi et toi? Elle me dit ouais, emmène-moi en Inde. Moi, l'Inde, ça me dégoûte. C'est un pays, il y a des moustaches de partout. Les hommes, ils ont des moustaches, les femmes, elles ont des moustaches, les moustaches, elles ont des moustaches. C'est des noirs, mais leurs cheveux, ils n'ont pas subi l'esclavage. Jamais de ma vie, je pose le pied en Inde. Et donc, du coup, 2 mois après, on arrive à New Delhi. Et là, on est dans l'aéroport et tout, et je vois un Indien, il est là, il fixe. Il est là. Moi, je viens de Marseille. Quand tu me fixes, ça veut dire bagarre. Donc je vais le voir et je lui dis what's wrong with you, frère? Et là, il me dit tuk-tuk motorbike. Je me retrouve à visiter New Delhi et tout. Bon, ville un peu chiante, ça aurait dû s'appeler New Delhi. Et au bout d'un moment, dans les rues, il y a un petit Indien comme ça, avec une petite chemise, un petit cartable, une grosse moustache. Il vient, il me dit give me 5 rupees. Il me demande de l'argent. Et je vous ai dit, je suis 20% juif ashkénaze. Donc je lui ai dit non. Et vu que je suis kényan,
Je suis parti en courant. Et vu que je suis un suricate, je lui ai dit Hakuna Matata. Tu vois, quand je suis revenu à Marseille, maintenant j'adore l'Inde. Et tu sais, j'étais dans la rue, il y a un mec un peu bizarre, donc je le fixe un peu. Et il vient me voir, il me dit oh, qu'est-ce qu'il y a, frère? Je savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit tuk-tuk motobike. Je lui ai fait visiter Marseille. Maintenant j'adore l'Inde, c'est un pays vraiment que je kiffe. Je regarde des films Bollywood, je mange indien, je viole des femmes, enfin tout. Pardon, non, je rigole. Je mange pas du tout indien. Merci d'avoir écouté, c'était super. Génial. Merci beaucoup. Applaudissez bien fort la Bill Gates. Merci de m'avoir reçu dans votre royaume. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour Hermine, s'il vous plaît. Il ne reste que 2 jeunes à passer. Et nous allons parler de l'ignorance est-elle une excuse à la positive avec Ishmael. Attends, parce que je suis pas sûr qu'ils aient entendu qui tu étais. Ishmael, plus fort! Pourrais-je répondre de faits dont je ne savais même pas qu'ils pouvaient avoir lieu? Comment puis-je savoir précisément ce que j'ignore? Permettez-moi avant tout de vous rappeler que l'ignorance n'est rien de plus que la carence de l'acquisition. Le principe même d'imprévu implique de reconnaître que nous ne connaissons pas tout. Si l'imprévu était connu, il serait par définition prévu. Dès lors, contester que l'ignorance puisse constituer une excuse, ce serait établir la maîtrise de l'homme sur le monde comme une obligation implacable. La constitution même de la relation entre l'homme et le monde sous-entend au contraire que l'univers lui susciterait en partie et qu'il n'atteint pas toujours ses objectifs. Je vous pose la question. Accepteriez-vous qu'on vous accuse à tort? Par exemple, on ne peut définir comme volontaire des conséquences dont on n'a absolument aucune connaissance. Par exemple, en mars 1977, à l'aéroport de Tenerife, un Boeing 747 en plein décollage en percutant un autre qui se trouvait à ce moment-là en travers de la piste d'envol, tua ainsi 583 passagers. La raison pour laquelle le pilote lança son avion à 300 km/h sur la piste est le fait qu'il ignorait totalement qu'un autre appareil était en train de manœuvrer sur sa trajectoire. En l'occurrence, on peut tout à fait affirmer que du point de vue du pilote, l'ignorance constitue effectivement une excuse, puisque c'est une évidence que s'il avait connu la présence de cet obstacle, il n'aurait jamais tenté son décollage. En revanche, j'espère que vous n'êtes pas en train de penser que nous ne sommes pas dans un pays où des droits existent et des devoirs. Pourquoi je vous dis ça? Comme nous le savons tous, dans la vie quotidienne, des lois sont votées, appliquées, abrogées. Les connaître toutes, c'est une chose quasi impossible. Les personnes qui sont amenées à travailler au sein des institutions judiciaires, les juges, les procureurs, les juristes. Voyons l'enfant, les yeux errants, ignorant comment marcher. Depuis le sol, plante ses racines.
atteint l'éveil sans le chercher. Voyons notre être dans la glace, avec dégoût et plaisance. Le miroir ne reflète que la lumière, pourtant revête notre apparence. Alors qui sommes-nous? Pour ce miroir ou cet enfant? Ne sommes-nous pas tous des lumières? Des êtres brillants d'existence? Nous le savons au fond de nous. Le monde reflète qui nous sommes. Nous sommes des adultes ignorant la nature de notre propre personne. Il n'y a pas d'excuse à ignorer quelque chose que l'on incarne. Nous avons toutes les clés en main et nous en connaissons les portes. Réfléchissons ensemble à ne plus réfléchir. À trop chercher l'ignorance, nous finirons par l'acquérir. Fermons les yeux. Laissons la conscience parvenir. Taisons nos pensées. Tout finira par venir. J'exprime mon désaccord avec le terme ignorance. Je préfère parler d'oubli ou de culture de l'oubli. Nos prêcheurs et professeurs, ambassadeurs de celui-ci, sont les piliers de l'éducation, le terreau des fleurs d'enfance. À la gare de l'entrain, le jeune enfant s'égare. Son maître le prend par la main, lui montre un monde sans égard, où l'erreur est humaine, mais mérite punition, où chaque tâche éducative cache une stricte sanction. Attention! L'école devint sa seule priorité. Ses seuls droits sont des devoirs jusqu'à sa pleine majorité. C'est à l'issue des études que celui-ci se demandait « L'école était ma vie, mais je n'ai su m'y transcender. » Il a tout oublié. Il a tant appris qu'il baignait alors dans l'ignorance, a passé des heures sur ses cahiers, aveuglé son insouciance, à trop écouter les adultes, à oublier son excellence. En chacun réside un orbe qui mérite la lumière. Dans nos cœurs, un joyau d'or, un océan de merveilles. Nous sommes uniques, nous sommes beaux, chacun à notre manière. À tous vouloir être les mêmes, nous en perdrons notre éveil. Cessons la comparaison et agissons avec passion. L'ignorance est une excuse que si nous le choisissons. Profitons d'être nous-mêmes jusqu'à notre dernier souffle. Écrivons notre histoire avant que celle-ci ne s'essouffle. Je suis heureux d'être présent à ce concours, à ce challenge d'éloquence. Je suis heureux d'être moi-même, éloigné de l'ignorance. Je vous parle avec mon cœur, comme vecteur d'expression. Je vous souhaite d'être vous-même et de tromper l'illusion. Ils ont été extraordinaires. Ils ont été fantastiques. Vous êtes merveilleux. Oh là là, quelle équipe de dingue. Un tonnerre d'applaudissements pour tous les participants, s'il vous plaît. À présent, nous allons laisser quelques temps à notre cher Jules pour délibérer. Nous aurons la chance de remettre 4 prix. Un prix de l'émotion, un prix de l'humour, de l'argumentation et un de poésie. Alors, puisque tout à l'heure vous m'avez dit que vous aviez mal aux mains, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour les jurys qui se préparent. Ici. En attendant, laissez-moi vous partager ce qui va se passer juste après la remise des prix.
vous allez pouvoir partir au niveau du patio, si je ne me trompe pas, pour le village emploi qui se terminera à 14h. Donc si vous avez vos CV, lettres de motivation, etc., n'hésitez pas, les employeurs sont de l'autre côté. À partir de 15h jusqu'à 18h, il y aura un show extraordinaire. Merci pour ceux qui suivent. Un show extraordinaire de breakdance. Ça va être bon. Et une nouvelle fois, en attendant que le jury délibère, j'aimerais encore vous remettre debout. Val, allume la salle s'il te plaît. Mettez-vous debout. Allez, 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 allez. Est-ce tout le monde? Je regarde, est-ce que certains sont restés encore assis? Je n'ai pas pointé des yeux pourtant. J'aimerais... Je sais, je vous ai fait énormément applaudir, mais vu que ça va être la dernière avant la remise des prix, j'aimerais une ovation, vraiment, la plus grande ovation pour Jawad, s'il vous plaît. On continue, on s'arrête pas. Jawad! J'aimerais aussi qu'on applaudisse très fort l'équipe du CIAQ, s'il vous plaît. Un grand prix pour chaque participant que je vais nommer d'ailleurs. Alors, nous avions Abdallah, Salma, Théo, Anaël, Pierre et Hussein, Nesrine, Jasmine, Lamine, Axel, Sémélé. Nous avons eu la chance d'avoir un talent d'humour avec Elmi, Ishmat et enfin Tristan. Et enfin un public extraordinaire. Bravo à chacun d'entre vous, je vous laisse vous installer. Est-ce que le jury a avancé entre-temps? Oui. Lamia? Elle est où Lamia? Lamia? Debout? Debout Lamia, s'il vous plaît. Un tonnerre d'applaudissements pour Lamia, s'il vous plaît. Et la deuxième personne que tu m'as dit? Mansour, il est où Mansour? Debout Mansour, debout, debout, debout. Un tonnerre d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Et je rajoute aussi un tonnerre d'applaudissements pour notre cher Nico. Merci Nico. T'en veux une nouvelle encore pour Jawad, c'est ça? Pour Jawad et Pupi? Super. Alors, le jury, on peut leur laisser encore quelques instants, c'est ça? N'hésitez pas à me faire signe dès qu'ils ont trouvé. Donc vous êtes avec moi. Alors on va voir pendant quelques instants ce que vous avez dans les tripes. Là, je vais séparer la salle en trois parties. Là, nous avons le côté gauche. J'aurais dû écrire main droite. Dédicace Elmi, je ne sais pas s'il est là. Nous avons une deuxième partie de la salle juste là. Vous êtes le centre. Et là, vous serez la droite. On va voir quelle partie va faire le plus de bruit. Ok? À 3, vous faites un maximum de bruit côté gauche. Ok? 1, 2, 3. Ouais! Ils sont très chauds. Au milieu, ça donne quoi? Côté droit, c'est parti. Voilà. Non, c'était une brève interlude. Le côté droit, c'est à vous. Au côté droit, il faut leur dire 2-3 fois et après, ils sont avec nous. Bon,
ravi vraiment d'avoir entendu tous ces textes. À travers chacun de leurs écrits, ils nous ont prouvé que lorsque l'on agit, on peut avoir de magnifiques résultats. La magie de l'écriture, c'est partager, c'est avoir un geste face à l'autre. Nous avons vécu cette première édition magnifique grâce au siècle. Ce premier challenge, et j'espère, dédicace Nico, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Nico, d'ailleurs, t'es... Ah, il a disparu, ok. Il a fui, ok. Il savait que j'allais le faire monter sur scène, c'est pour ça. Mais on le trouvera tout à l'heure. Est-ce que vous allez toujours bien? Waouh, c'est un petit oui, ça. En plus, on se la refait. Est-ce que vous allez bien? J'ai un jeu de gamin. Val, est-ce que tu peux allumer la salle, s'il te plaît? Ça va? Ça va et toi? Super, merci. J'aime ce moment-là où on se dit, mince, le mec qui nous approche et tout, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va me donner le micro ou pas? C'est le moment où on se dit, mince, j'aurais pas dû me placer juste là. Elle est en train de prier depuis tout à l'heure, s'il te plaît, ne viens pas me voir. Comment tu vas? Ça va bien. Ça s'est bien passé? Est-ce que tu as eu une préférence pour un candidat ou une candidate? Pas besoin de donner des noms, mais... Oui. Ok, merci. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Qui vais-je interroger? En fait, j'aime bien parce que quand on est à l'école, on se met derrière pour être sûr que les profs ne viennent pas. Mais vu qu'on n'est pas à l'école, et que j'aime quand ils sont joueurs. Salut mon loulou. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui? Ok, je t'ai feinté à ce coup-là. Là tu respires, mais sinon ça s'est bien passé pour toi? Ça va? Ok. Il a peur là, c'est son moment, tu vois. Mais surtout ce qui est drôle, c'est que ceux à côté rigolent, tournent leur tête d'un coup. Oui. Eh, ça fait longtemps! Comment ça va? Non, non, pas de micro. Bon. Est-ce que les jurys ont délibéré ou pas? Sinon, ça veut dire que je dois m'amuser encore avec vous et tout. Ah, monsieur parti? Faut pas rester. Je pars. Je pars. Pour passer par là. Levez la main, tous ceux qui ne veulent pas que je les approche avec mon micro. Qui ne veut pas que je passe le voir? Et ils sont mignons. Merci à toi qui as levé la main tout en bas. Voilà, Axel. Regardez la scène, regardez la scène, regardez la scène. Bravo, bravo, bravo! Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le jury qui monte sur scène, s'il vous plaît, avec les participants. Let's go! Allô? Ok. Pistole. Je passe le micro. Je passe le micro. Un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît! On fait comme au théâtre et tout. À 3, 1, bon. Ok, vous êtes prêts? Prêts? Ok, c'est parti. 1, 2, 3. Salut.
Là, dans le public, ils sont devenus timides. Alors on va la refaire, mais là, ils vont vraiment bien applaudir. C'est parti, 1, 2, 3. Et nous accueillons le jury. Je vais peut-être déjà remercier les organisateurs de cet événement, les remercier de nous avoir fait l'honneur d'être vos jurys aujourd'hui, féliciter l'ensemble des candidats pour tout le travail produit et pour votre talent, parce que vous avez tous du talent. C'était assez difficile pour nous, en qualité de jury, de vous évaluer, mais il a fallu faire des choix. Voilà, en tout cas, encore une fois, je vous félicite pour ce travail et je remercie aussi l'ensemble du public parce que finalement, dans ce type d'événement, c'est essentiel d'avoir du public et de se sentir soutenu. Alors, on va reprendre rapidement pour l'ensemble d'entre vous en quelques mots vos points forts et peut-être les petites pistes d'amélioration qu'on pourrait vous soumettre, encore une fois, avec toute la réserve qu'il nous appartient d'avoir. Et ensuite, on vous donnera le nom donc des 4 candidats qui ont obtenu donc, les différents prix, qui sont le prix donc, de poésie, d'émotion, d'humour et d'argumentation. Donc, je vais peut-être laisser les autres membres commencer pour les candidats, pour chaque candidat. Oui. Abdallah. Donc bravo pour la qualité de ton texte. Ton discours était fort et du coup intéressant. Sur les pistes d'amélioration, la seule chose que je t'invite à faire, c'est de poursuivre tes efforts et de te lâcher beaucoup plus, mais ça viendra avec le temps, puisque après tu occuperas davantage ton espace et tu liras de moins en moins, mais c'était très bien. Alors, c'est mêlé. J'ai trouvé ça très drôle. Voilà, donc ça c'est ton point fort. Et j'ai trouvé ça audacieux et j'ai apprécié le fait que tu ne lises pas tes notes. Donc voilà, globalement, piste d'amélioration, la même chose qu'Abdallah, voilà, toujours essayer de s'améliorer et ne pas rester dans sa zone de confort. Parce que tu as l'air assez à l'aise à l'oral, donc essaye d'aller chercher des nouvelles choses. Donc Théo, j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment sur le rythme que tu as donné à ton texte, parce que du coup j'avais l'impression que c'était un peu du rap. Je pense que c'était un peu ce que tu peux chercher dans ton travail. J'ai trouvé que c'était aussi que tu avais une finesse dans ton écriture. Simplement, peut-être que ta gestuelle et l'occupation de l'espace va parasiter ton discours. Du coup, on va moins faire attention au fond parce que tu occupes bien ton espace, etc. Et du coup, il faut trouver un équilibre entre les deux. Lamine, bravo pour ton éloquence. À part le fait que j'ai été convaincue, j'ai du mal à te donner des points faibles, mais voilà, poursuis tes efforts. Je sais pas, Walid, mais un petit bravo à Ibtissem aussi. Ok. Là, tu ne faisais pas partie vraiment des candidats, mais bravo, c'était courageux de ta part de venir sur cette scène. Axel, voilà, toujours un peu sur le même ton que Lamine. J'ai beaucoup aimé ta présentation et j'ai trouvé ça très drôle et j'ai apprécié le fait que tu n'hésites pas en fait. T'es assez, toi aussi, tu as l'air d'être assez bon orateur naturellement. Donc forcément c'est un gros avantage, mais attention par la suite à pas du coup en faire moins parce que c'était très bien. Je crois que j'ai oublié.
un peu les candidats, c'est pour ça. Oui, voilà, on est répartis. Oui, parce que du coup, c'est pas grave. On aura peut-être du coup des doublons. Je vous laisse la parole. Alors, moi je vais commencer par Théo. Alors Théo, j'ai trouvé qu'il se détachait bien de ses notes, donc que c'était plutôt une bonne chose, qu'il avait un bon placement de voix, avec des temps de pause, donc c'est intéressant pour arriver finalement à capter l'attention du public. Effectivement, il occupait beaucoup l'espace, alors parfois ça peut servir ou ça peut desservir, mais en tout cas c'était intéressant. Peut-être dans les pistes à améliorer, un petit peu plus d'émotion et peut-être moins de technique. C'était voilà, s'il arrive en tout cas à travailler là-dessus. Alors ensuite, moi j'ai également retenu donc pour Sémélé, pareil, qu'elle était bien détachée de ses notes, pas mal d'humour. C'était drôle. Peut-être dans les pistes à améliorer, tu parlais un peu vite et je pense que c'était peut-être lié au stress notamment, mais ça c'est pareil, ça se travaille, hein. Et en tout cas c'était une belle prestation. Alors Nesrine, pareil, une bonne tonalité, bonne articulation, un texte qui était bien écrit. Alors, la petite difficulté qu'elle a eue, c'était finalement un petit peu courageux au départ, c'était d'avoir choisi de s'éloigner du pupitre et de garder les notes en main. Donc c'était pas mal, sauf que du coup je trouve que ça t'a un peu gêné dans ton positionnement et dans ta façon d'être sur scène, par moment. Voilà. Donc voilà, peut-être essayer de voir comment tu pourrais faire les choses différemment la prochaine fois. Je vais simplement confirmer parce que nous avons eu, c'est un hasard miraculeux, mais nous avons eu une unanimité sur les appréciations et sur ce qui sera dit après. Alors, simplement pour le manifester, en ce qui concerne Abdallah, comme il a été dit, c'est rigoureux, sérieux. Peut-être un peu trop sérieux à cause de la lecture des notes. Mais ça donne une impression peut-être un petit peu de solennité. Mais sinon, le texte est excellent. En ce qui concerne la mine, il y a vraiment un niveau atteint qui est très intéressant. Il y a un petit peu de points à progresser. À l'arrivée, tu as mis beaucoup de temps à démarrer. On a l'impression que tu souhaitais qu'on applaudisse. Mais c'est un tout petit détail. Alors, oui, pour Salma, en tout cas c'était un placement et un ton qui était très bien, un peu d'humour noir parfois, ce qui était assez drôle et différent. Mais en tout cas, encore une fois, une belle prestation et finalement c'est très difficile parce que vous avez tous beaucoup de talent et on voit qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça, donc voilà, encore une fois bravo à tous. Je pense qu'on a oublié personne, il y a des candidats. Il y a Jasmine et Tristan. Voilà, je crois que c'est dans votre liste. Bon, pour Jasmine, du coup, bravo pour la qualité du discours. C'était intéressant de donner ton point de vue et de t'engager dans ton texte. D'ailleurs, on voyait bien que tu glissais des choses que tu pensais réellement.
Parfois, tu as été un peu hésitante, mais finalement, quand tu te sens à l'aise, on voit que rapidement, tu te sens mieux et tu retrouves ta personnalité en jouet. Voilà. Guichenette. En plus, je crois qu'il a plus d'habitude alors, bravo pour le ton aussi que tu utilises. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ton discours était empreint de force et que tu faisais la démonstration du coup de ce que tu voulais apporter à ton public. Simplement, dans ta posture, il y a beaucoup de réserve. Et au fur et à mesure du temps, en piste d'amélioration, tu pourras, si tu le souhaites, travailler là-dessus. Mais ça fait partie aussi, j'imagine, de ta personnalité, mais tu peux la laisser encore plus se déployer. Tristan, je pense qu'on est unanime sur le fait qu'on ait apprécié le fait que tu te détaches de tous les éléments de la scène, ton micro. Bon, tu as été vraiment très bon et tu maîtrises vraiment les règles du discours. J'ai pas trop de critiques négatives, j'ai pas trop de critiques. Non, bah, on sent que c'est maîtrisé, on voit l'expérience, je pense, derrière. À mon avis, ça doit faire quelques temps que tu travailles. Non, depuis combien de temps justement tu fais de l'éloquence? On a commencé ensemble. D'accord. C'est ma deuxième scène. Ta deuxième scène, d'accord. Bon, en tout cas, bravo, parce que c'est vrai que se détacher des notes et lâcher le micro, c'est pas mal. Alors, Anaëlle, moi j'ai trouvé aussi ton intervention à la fois fine, pertinente et drôle. Donc j'ai pas trop de remarques négatives, si ce n'est comme ceux qui sont un peu en avance en termes d'éloquence, de ne pas relâcher tes efforts et de poursuivre sans arrêt pour t'améliorer. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que vous avez atteint un niveau tel... Oui, pardon, excusez-moi. Je suis désolé. J'ai tellement perdu l'habitude de parler devant un micro. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'au point où vous en êtes, vous ne pouvez pas lâcher. Vous avez atteint un niveau déjà remarquable et il faut que vous continuiez. Vous avez tous été bons, incroyables, vraiment. Et je regarde dans les yeux parce que franchement, vous avez été brillants. Merci pour tout ce que vous nous avez offert en cette matinée. Bravo. Et donc, on va remettre 4 prix. Alors j'aimerais qu'on fasse du bruit. Allez, du bruit, du bruit, du bruit. Finalement, on a fini par Tristan et on va commencer par Tristan avec le prix de l'argumentation. J'ai dit qu'il y avait unanimité, mais il a fallu discuter quand même, parce que vous vous tenez à, comme on dit dans mon hymne natal, à un poil de moustique. Donc, finalement, le prix de poésie, ce sera pour Axel. Alors. Oui, on a tellement discuté que j'ai presque oublié qui avait le prix d'émotion. Donc le prochain prix sera le prix de l'émotion, et je vous laisse le remettre. C'est pour l'ami. Oui. Et donc pour finir, le prix de l'humour est décerné à Anaëlle.
pour chacun des participants, s'il vous plaît.